Bonsoir à tous, bonsoir. Alors j'attends juste de faire quelques réglages. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Juste je fais quelques réglages et j'arrive. Je sais pas pourquoi. C'est ça. J'ai un petit bug. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Alors, juste 2 secondes. Bonsoir à tous. Comment ça va? Vous allez bien? Je règle juste 2-3 trucs ici et je regarde vos commentaires. J'ai un petit bug sur mon ordinateur. J'arrive. Vous allez bien? Alors, attendez, j'ai des personnes qui me demandent, qui veulent monter. 2 secondes, juste je règle ici quelque chose sur mon ordinateur. Et je vais voir si je peux vous faire monter. Alors, attendez. Je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Je suis désolée, je vois pas tous les commentaires. Alors, attendez, il faut que je regarde sur le PC. Alors, 2 secondes. J'ai un petit problème de connexion. Je vois pas bien sur l'écran de mon téléphone, du coup il faut que je me connecte avec mon PC pour pouvoir lire vos commentaires. Et le problème c'est que là, il me fait un bug. Alors 2 secondes. Je suis désolée. Hein. Je vais essayer de... Ah c'est bon, ça a l'air de marcher. Oui, c'est bon, j'arrive. Alors... C'est bizarre cette histoire. Alors, attendez. Ah, j'ai compris pourquoi. Alors, je vais faire ça en principe ça va marcher. J'arrive, hein. Je suis désolée pour ce contretemps. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre semaine. Ce soir, j'aimerais bien vous parler du burn-out. Alors, attendez. Oh, ça bug complètement. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous lire ici. Je vais remonter. Ah oui. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis vraiment désolée. J'ai un petit souci avec mon ordinateur. Et au niveau de mon téléphone, je peux pas lire tous vos commentaires. Donc juste, je vous demande juste 2 minutes. Je règle ce problème. Et je lis tous vos commentaires sans aucun souci. Je vais essayer de vous répondre à tous. Alors, tac. Il y a juste un petit truc sur mon ordinateur.
Voilà. Donc là, je me connecte. Je suis vraiment désolée, hein. Ok. Bon, on y arrive. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ok, génial. Bon, bah c'est bon, j'arrive à vous voir. Alors, bonsoir Fleur Blanche, bonsoir Mariam. Alors, bonsoir Agan. Agan, je sais pas, j'espère que je prononce bien. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va, je pensais qu'il y avait des questions et tout, du coup, je me suis dit, ouais, j'ai tout loupé. Bon, comment ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon début de semaine? Je m'excuse pour ce petit contretemps du début. En fait, je vais vous expliquer parce que j'ai du mal à voir les commentaires sur l'écran du téléphone, pour être tout à fait honnête avec vous. Du coup, je me connecte avec mon ordinateur et c'est là-dessus que je vois les commentaires et ensuite je vous réponds. C'est plus simple. Alors, je ne sais pas si tout le monde me connaît, si toutes les personnes qui sont présentes me connaissent ou pas. Je fais quand même une petite présentation, comme d'habitude, comme ça vous savez qui est-ce que je suis et ce que je fais. Donc, je suis docteur en pharmacie, donc pharmacienne. Avant, j'étais en officine et puis depuis quelques années, j'ai quitté l'officine pour me consacrer entièrement à PharmaQuiz, qui est une plateforme d'information et de conseils santé pour le grand public, accessible à tout le monde. Donc, au niveau de cette plateforme, vous avez un site internet, pharmaquiz.fr, où je poste des vidéos et des articles sur les plantes, les compléments alimentaires, tout ce qui touche à la pharmacie. Ensuite, vous avez une chaîne YouTube où, pareil, je poste des vidéos sur les différentes thématiques de santé. Et vous avez aussi une application qui permet de tester vos connaissances, de jouer avec des quiz de différents niveaux consacrés à la santé. Donc l'application, elle est disponible sur Google Play et vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions à travers l'application sur du coup, les différentes thématiques de santé. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Et sur le site internet aussi, vous pouvez retrouver les livres, les formations que j'ai écrites sur les différentes maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est sur le diabète, le livre sur le diabète, ce qu'il faut savoir sur le diabète de type 1 et de type 2, expliqué simplement. Et ça, c'est le livre sur l'hypertension artérielle, donc la collection expliqué simplement, ce qu'il faut savoir sur l'hypertension artérielle. Donc ces livres, ils sont disponibles aussi sur Amazon. Vous pouvez les retrouver très très facilement. PharmaQuiz, Amazon. Vous tapez hypertension ou diabète, vous pouvez tout de suite les retrouver. Et ce sont des livres qui sont, comme vous le voyez, très 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 accessibles. Il ne faut pas 45 000 pages. C'est très facile à lire, c'est très très accessible. Et puis vous pouvez avec ces bouquins comprendre ces différentes pathologies, les facteurs de risque. Donc en fait, tous les facteurs qui vont favoriser l'apparition de ces maladies, comment éviter l'apparition de ces maladies et quels sont les principes de traitement et leurs effets secondaires, leurs interactions, le mécanisme des traitements. Voilà, je vous explique tout très très simplement dans ces bouquins. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, vous savez qui je suis. Et alors attendez. Tac. Bon, juste avant de commencer le live, pour toutes les personnes qui sont là pour mettre des commentaires bidons, qui servent à rien, tout ça, vous pouvez partir. Ce live n'est pas fait pour vous. Vraiment, ici, je parle de santé et uniquement de santé. Et tout ce qui est en dehors de cela, bah, ça peut partir. Voilà, je vous le dis très très simplement. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous parler du burn-out, appelé aussi épuisement professionnel. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont sur le live ont déjà eu affaire à ce problème, qui est maintenant vraiment reconnu comme une véritable maladie psychique. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le burn-out? Est-ce que vous savez quels sont les signes du burn-out, les symptômes du burn-out? Est-ce que vous avez déjà dû est-ce que vous avez déjà été confronté à cette problématique? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu en quoi, comment ça apparaît et qu'est-ce que c'est que ça. En fait, le burn-out, c'est tout simplement l'épuisement professionnel. Ça apparaît généralement chez les personnes qui ont un travail qui est très très difficile,
où il y a toujours la recherche de performance et de résultats. C'est-à-dire que tous les jours, la personne elle doit fournir des résultats concrets et généralement, il y a une très très grosse pression. C'est-à-dire qu'elle va être elle va soit avoir des points positifs, soit des points négatifs en fonction de ses résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc généralement, ça touche beaucoup les personnes qui sont par exemple dans la finance, qui sont aussi dans d'autres métiers, hein. C'est pas que la finance, mais surtout la finance parce qu'il y a toujours cette pression qui est quotidienne, la concurrence avec les collègues, la pression, mais ça peut toucher vraiment tous les corps de métier. Il n'y a pas d'exception, même les entrepreneurs peuvent être atteints de burn-out. Enfin, ça peut toucher toutes les professions. Comment ça se passe? Ça se passe tout simplement par le fait que la personne, elle va travailler très 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 durement au travail, elle va s'acharner au travail. Et malgré cet acharnement, elle ne va pas avoir les résultats qu'elle attend ou que ses supérieurs attendent. Du coup, elle va s'acharner encore plus. Et elle va entrer dans un cercle vicieux parce qu'en fait, elle va beaucoup travailler, mais derrière, il n'y aura pas les résultats. Du coup, psychologiquement, elle va commencer un petit peu à perdre confiance en elle, à se désolidariser, à travailler tous les moments où elle pourrait ne pas travailler, c'est-à-dire les week-ends, à la sortie du boulot, toute la journée, H24, elle va uniquement penser au travail, au travail, au travail. Et elle va rentrer dans ce cercle vicieux où elle va avoir une pression qui va être très très importante. Du coup, elle va travailler beaucoup. Mais comme derrière, elle va pas avoir les résultats attendus, bah, elle va rentrer dans une sorte de dépression et une perte de confiance et elle va surtout s'isoler et puis perdre petit à petit donc sa vie sociale, sa vie familiale, voilà, et tomber carrément en dépression. Donc en gros, ça se passe comme ça. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, qui est du coup la référence pour tout ce qui est décrire les pathologies, eh bien, le burn-out est considéré comme une incapacité à fournir des résultats concrets au travail, qui est également liée à une perte de contrôle et une sensation vraiment d'impuissance. La personne ne sait plus comment faire et elle va s'isoler et du coup perdre petit à petit ses liens professionnels mais aussi sociaux et également familiaux. Donc voilà en gros comment est-ce que ça se passe. Et du coup, voilà, la personne elle peut tomber en dépression, elle peut même perdre son travail dans certains cas, perdre sa vie familiale, parce que les gens qui sont autour ne vont pas forcément comprendre ce qui se passe. Donc au travail, ça va pas bien se passer. À la maison, ça va pas bien se passer non plus, parce que la personne, quand elle rentre chez elle, bah, elle est toujours préoccupée par ce qui se passe au boulot. Et puis, elle va tout le temps regarder ses mails, essayer de travailler, fournir vraiment du travail, de plus en plus de travail. Donc, la vie familiale va aussi prendre un coup, de même que la vie sociale. Du coup, à chaque fois que les personnes vont lui demander de sortir, etc., elle va dire non, moi je travaille et tout. Mais voilà, en gros, elle va tomber dans une grosse dépression. Et il faut faire vraiment très attention parce qu'après, pour s'en sortir, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que plus cette chose-là est détectée tardivement, plus la personne va mettre du temps à s'en sortir. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Alors les facteurs de risque, c'est généralement les personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui cherchent toujours à performer dans leur travail, à être au-dessus des autres, avoir plus de résultats que les collègues. Ça se passe vraiment dans les milieux où il y a une très forte concurrence au sein même de la société, de l'entreprise, mais aussi des entreprises entre elles. Donc voilà, et puis généralement, ce sont des environnements qui sont généralement très toxiques, avec des supérieurs qui sont toujours derrière vous, qui vous demandent tout le temps des résultats, etc. Donc voilà un petit peu les facteurs de risque. Et comment on fait pour s'en sortir? Tout simplement, déjà, il faut le détecter, il faut le savoir, il faut le reconnaître, il faut le détecter. Et après, c'est très important. Alaykoum salam, Soso, du coup 67. Donc ce qu'il faut vraiment quand vous souffrez de ce type
de pathologie, parce que c'est une vraie maladie psychique, eh bien, il faut en parler avec vos collègues. Si bon, généralement au boulot, c'est déjà s'il y a beaucoup de concurrence. Alors en plus, si les collègues ils savent que vous êtes en dépression, que ça va pas, faut vraiment que ce soit des bonnes personnes pour essayer de vous en sortir. Donc ça existe, mais des fois ça n'existe pas non plus. Donc il faut essayer d'en parler à votre médecin. Si vous avez un psychologue, en parler à la médecine du travail, dans votre entourage, à votre femme, votre mari, voilà, des amis. Trouvez des personnes à qui vous pouvez vous confier réellement et parler de ce qui se passe. Et essayez aussi d'éviter donc de rentrer là-dedans en essayant de toujours garder ce qui est au boulot, c'est-à-dire que quand vous sortez du boulot, bah vous coupez. Votre cerveau il doit totalement couper avec votre environnement de travail. Vous pensez à autre chose, à tout ce que vous voulez, sauf au travail. Donc ça, c'est un exercice à faire. Par exemple, ne pas regarder ses mails en dehors des horaires de travail, ne pas travailler le week-end. Lorsque vous rentrez chez vous, bah, vous coupez avec votre environnement professionnel. Ensuite, ne pas hésiter à céder les tâches. Si vous voyez qu'il y a des tâches qui sont, voilà, vous êtes débordé, vous êtes submergé par du travail, bah, vous essayez soit de déléguer à un autre collègue, soit de diviser votre travail sur la semaine, sur le mois pour essayer, voilà, de vous organiser et de ne pas tomber dans ce truc où vous savez plus quoi faire parce que vous êtes totalement débordé. Parlez avec votre supérieur, faire des pauses tout au long de votre journée de travail, donc n'hésitez pas à des pauses même de 5 minutes. Voilà, 5 minutes, ça n'a jamais rien changé. Donc c'est très très important de prendre le temps de penser à vous et vraiment de fractionner vos tâches au boulot. Alors je vais regarder un petit peu. Alors, bonsoir Motad. Alors Sam, est-ce vrai qu'il faut finir les antibiotiques avant, c'est juste de la com pour... Oh, attends, j'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai qu'il faut finir les antibiotiques? Oui. Alors, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous avez... Donc, voilà pour le burn-out. Alors, en gros, voilà, je vous ai expliqué un petit peu, grosso modo, je vais répondre à votre question. Hein. Je vous ai expliqué un petit peu quels sont les facteurs de risque, comment ça se présente, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait aussi une vidéo dessus, donc je l'ai postée ce matin, donc elle doit se retrouver sur le profil du compte TikTok. Ça doit être dans les dernières vidéos que j'ai postées, donc les premières que vous allez retrouver sur le compte. Et sinon, vous pouvez aussi voir la vidéo sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Alors, par rapport aux antibiotiques, pas de problème. Par exemple, le médecin il écrit prendre un comprimé matin, midi, soir pendant 6 jours. Ok? Donc, si jamais vous voyez qu'au bout de 3 jours, ça va mieux, il faut aller jusqu'au bout du traitement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les 6 jours. Pourquoi? Parce que les bactéries ont un système à l'intérieur de leur organisme qui va commencer à fabriquer des molécules pour résister à l'antibiotique. Donc, si vous coupez le traitement, par exemple, s'il y a un traitement de 6 jours, vous arrêtez au bout de 3 jours, il se peut que les bactéries mettent en place des mécanismes de résistance. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez prendre cet antibiotique-là, il ne va pas forcément fonctionner. C'est pour ça que la prescription d'antibiotiques est devenue vraiment très très restreinte. On prescrit des antibiotiques dans des cas vraiment où on sait qu'il s'agit d'infections bactériennes. Quand il s'agit d'infections virales, on va éviter au maximum, sauf chez les personnes qui sont à un risque très fort, comme les personnes immunodéprimées par exemple, qui ont un système immunitaire qui est diminué par rapport à la normale. Donc effectivement, il faut prendre les antibiotiques jusqu'au bout, tout simplement pour éviter les mécanismes de résistance des bactéries. Donc je pense que j'ai répondu. Alors, angine d'un petit Wuchu, oui, bah, alors encore pour les enfants, c'est encore plus conseillé parce que bah, du coup, si les bactéries deviennent résistantes, bah, on a moins de choses à disposition pour les soigner. Donc vraiment, écoutez la prescription de votre médecin, ce n'est pas uniquement de la communication. Allez jusqu'au bout du traitement, c'est mieux, c'est mieux pour votre enfant et même pour vous. Il faut aller jusqu'au bout, tout simplement pour éviter
aux bactéries de devenir résistantes aux antibiotiques. Voilà. Je peux vous expliquer un petit peu parce qu'en fait, les antibiotiques, ils ont deux types de modes d'action. Donc, il y a un mode d'action qu'on va dire bactériostatique. Ils vont empêcher la multiplication des bactéries. Et ils ont aussi un mécanisme bactéricide, c'est-à-dire qu'ils vont tuer la bactérie. Donc, ce qui va se passer généralement, c'est que la molécule, donc l'antibiotique que vous allez prendre, par exemple l'amoxicilline, il va être absorbé par notre organisme. Et une fois qu'il va rentrer dans le sang, il va aller au niveau de la bactérie qui doit atteindre. Et il va rentrer dans la bactérie et il va un petit peu, comment on va dire, il va dérégler son fonctionnement. Et du coup, la bactérie ne pourra plus fonctionner correctement et elle ne pourra plus se multiplier. Et c'est pour ça que l'infection va diminuer et que la personne va sortir de sa maladie. Si jamais la bactérie met en place des mécanismes de résistance, l'antibiotique va rentrer, mais il ne pourra pas agir correctement. Et du coup, il se peut que la pathologie dure encore plus longtemps. Et du coup, il va falloir donner d'autres antibiotiques pour éviter, du coup, pour stopper la bactérie en question. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en gros, voilà comment ça se passe. Voilà, donc vraiment, c'est recommandé de prendre les antibiotiques jusqu'au bout du traitement pour éviter toutes ces mécanismes de résistance. Et si jamais vous voyez que, par exemple, la personne qui prend les antibiotiques, elle a de la diarrhée, qu'elle a des problèmes, des ballonnements, des maux digestifs, eh bien, généralement, il faut donner de l'ultralevure en accompagnement de l'antibiotique pour rétablir la flore bactérienne, tout simplement. Parce que l'antibiotique, il va tuer la bactérie qui va causer la maladie, mais il va aussi perturber d'autres bactéries qui sont au sein de notre organisme et qui ne sont pas nocives. Et c'est pour ça qu'on va donner de l'ultralevure. L'ultralevure, c'est tout simplement des bactéries, des bonnes bactéries qu'on ramène pour rééquilibrer la balance de bactéries qu'il y a au niveau de notre organisme. Donc, soit on donne de l'ultralevure, du yaourt, voilà, toutes ces choses-là vont permettre de rééquilibrer l'environnement bactérien de notre organisme. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Bonsoir Hilal, comment ça va? Vous allez bien? Entendu, très instructif. Ah bah avec plaisir. Très contente de vous avoir répondu. Alors, est-ce que sur les personnes qui sont sur le live, est-ce que vous êtes abonnés à mon compte TikTok ou pas? Donc si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est bien de vous abonner, comme ça vous avez accès à toutes les vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, j'ai quelques questions à vous poser du coup, parce que je suis en train de voir un petit peu les vidéos que vous aimez bien. Et est-ce que par exemple les vidéos en mode recettes de cuisine, tout ça, ça vous intéresse ou pas beaucoup? Par exemple, toutes les vidéos que je fais en vous expliquant un petit peu des recettes équilibrées, originales, qui sortent de l'ordinaire, est-ce que c'est intéressant pour vous? Ou est-ce que vous préférez uniquement du contenu vraiment scientifique, comme j'ai l'habitude de le faire? Alors, coucou, bonsoir. Est-ce que diurétique aldactone fait augmenter le potassium? Je suis à 6, je suis abonnée TikTok. Oui, ça peut, oui. Parce qu'en fait, dans les diurétiques, il y a deux grands groupes. Il y a ceux qui sont, on va dire, qui laissent tout partir, comme le sodium, le potassium. Là, ça va être le Lasix. Et il y a les diurétiques qui sont épargneurs potassiques. Épargneurs potassiques, c'est-à-dire en fait qu'ils ne vont pas faire partir le potassium. Ils vont garder le potassium, mais ils vont faire partir le sodium. Parce que dans l'hypertension artérielle, c'est le sodium qui cause problème. Le sodium, il vient du sel. Le sel, c'est le chlorure de sodium. Et le sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un appel d'eau au sein de nos artères. Donc, plus il y avoir de sel, le sel, c'est le chlorure de sodium. Et le sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un appel d'eau au sein de nos artères. Donc, plus il y avoir de sel,
La spironolactone fait partie des diurétiques épargneurs potassiques, c'est-à-dire qu'elle va garder le potassium. Effectivement, là, vous avez un potassium qui est assez élevé. Enfin, pas beaucoup, mais c'est quand même élevé. Donc, oui, il garde le potassium. Donc, il faut voir avec votre médecin si vous pouvez prendre un autre diurétique ou voilà. On peut aussi donner des chélateurs de potassium qui vont capter le potassium, mais tout ça, il faut vraiment le faire avec votre médecin. Je suis désolée, fin de journée. Il faut le voir avec votre médecin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sodium et le potassium, ce sont deux ions qui ont un rôle fondamental dans le fonctionnement du cœur, surtout le potassium. Il faut qu'il soit à un taux vraiment normal, il ne faut pas qu'il soit en excès et il ne faut pas qu'il soit en manque, enfin, il ne faut pas que le taux de potassium soit trop bas ni trop élevé. Donc ça, il faut voir avec votre médecin pour ajuster votre taux de potassium. Alors, c'est vrai, l'antibiotique est interdit pas plus de 10 jours. Exactement, il ne faut pas aller au-delà. En fait, ça dépend de quel antibiotique pour quel traitement, mais il faut vraiment suivre la prescription médicale. Ni plus, ni moins. C'est vraiment la dose indiquée pendant le nombre de jours indiqués. Oui, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup, Mariam. Donc, du coup, vous aimez bien les vidéos. Alors, mon sodium est à 142. Bon. Oui, donc il faut voir avec votre médecin pour le potassium pour régler un petit peu l'excès. Après, vous pouvez aussi, par exemple, dans l'alimentation, du coup, limiter les aliments qui ont trop de potassium, l'avocat, la banane, les noix, l'orange. Tout ça sont des aliments qui qui ont un taux de potassium qui est assez élevé. Mais franchement, il faut voir ça avec le médecin, quoi. Faut pas faire n'importe quoi, donc faut voir avec le médecin pour équilibrer votre taux de potassium en fonction de vos traitements et de votre alimentation. Que nous conseillez-vous de prendre comme médicament lors du voyage? Vous parlez de la trousse à pharmacie. Qu'est-ce qu'il faut amener avec vous? Je pense que c'est ça. Alors, très bonne question. Donc, je vais commencer d'abord par tout ce qui est les dispositifs médicaux. Avant les médicaments, les dispositifs médicaux, excellent, très bonne question. Les dispositifs médicaux, c'est tout ce qui est pansement, thermomètre, voilà, donc ça s'appelle dispositifs médicaux. Donc toujours avec vous, un thermomètre, des pansements, des bandes Velpo ou des bandes, oui c'est des bandes Velpo en fait, pour si jamais il faut faire un pansement ou quoi. Donc thermomètre, pansement, bande Velpo, compresse stérile, très important d'avoir tout le temps des compresses stériles parce que des fois quand il y a des petits bobos et tout, les gens ils ont tendance à prendre le mouchoir qui traîne dans la poche alors que c'est vraiment le truc qui peut causer des infections, c'est pas top du tout. Donc des compresses stériles, du sérum physiologique, très important pour nettoyer les yeux, le nez, enfin voilà, c'est les basiques à avoir vraiment avec vous. Un antiseptique cutané comme la Biceptine par exemple, parfait, parce que l'oxygéné ça pique, l'alcool ça pique, c'est pas fait pour la peau. Vous prenez vraiment un antiseptique cutané, c'est le benzalkonium, c'est la Biceptine ou le Daquin à la rigueur. Donc ça c'est pour toute la partie, voilà, un petit peu dispositif. Au niveau des médicaments, alors toujours avoir avec vous un antipyrétique, un antidouleur. Antipyrétique c'est contre la fièvre, antidouleur c'est contre la douleur, antalgique contre la douleur. Le Doliprane, le paracétamol, c'est le plus basique, c'est ce que peut prendre toutes les personnes, sauf si elles ont vraiment des problèmes de foie, mais généralement, voilà, c'est on va dire, le médicament de première intention. Ensuite, donc, du Doliprane, très important, paracétamol. Donc, pareil, adulte, enfant. Si vous avez des enfants, des nourrissons, prenez vraiment la posologie, des dosages qui soient adaptés à votre famille. Ensuite, ce que je conseille souvent aussi, c'est de prendre un antidiarrhéique, comme le loperamide. Donc, si jamais il y a de la diarrhée ou quand vous partez dans des zones où, par exemple, notre eau n'est pas forcément potable, bah, des fois, les infections, elles arrivent très rapidement. Donc, voilà, un antidiarrhéique très important.
surtout pour les personnes âgées, les enfants, les nourrissons. Je fais une petite aparté, la diarrhée, il faut la stopper. D'accord? Dès qu'une diarrhée apparaît, le plus important est de la stopper. Des fois, les gens ils disent non, c'est pas grave, on va laisser passer, on prend pas d'antidiarrhéique pour éliminer, on va dire, le microbe qui a causé la diarrhée. Ça, c'est faux, faut pas du tout faire ça. Il faut vraiment prendre un antidiarrhéique. Pourquoi? Parce que justement, le potassium fait partie des éléments qui vont très rapidement partir avec la diarrhée. Donc, ils vont être éliminés par notre organisme. Donc, la personne peut très rapidement tomber en manque de potassium, de sodium, de beaucoup d'électrolytes. Et du coup, ça va affaiblir très rapidement son organisme. Surtout si c'est un nourrisson, une personne âgée, le risque de déshydratation est très important. Donc, la première chose, on stoppe la diarrhée avec un antidiarrhéique. Et on boit de l'eau. On boit énormément d'eau pour rééquilibrer cette balance électrolytique au sein de l'organisme. Donc, au niveau des médicaments, j'ai dit le Doliprane, donc le paracétamol pour la fièvre, la douleur, adapté à un dosage adapté aux personnes qui vous accompagnent, enfants, adultes, nourrissons. Deuxièmement, j'ai dit un antidiarrhéique, pareil pour les enfants, pour les adultes, des dosages adaptés. Un anti-nauséeux, anti-vomissement, pareil, parce que lorsque nous vomissons, nous éliminons les électrolytes, le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium, donc il faut aussi stopper. Il ne faut pas quelqu'un qui vomit, il faut lui donner un anti-vomique pour qu'il arrête de vomir. Donc voilà, un anti-vomitif. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Ah oui, donc tout ce qui est les pommades que vous avez Hémoclar pour les hématomes, les pommades à base d'arnica. C'est de l'homéopathie, mais ça marche très bien. Si jamais il y a des bleus, la personne elle tombe, elle a un coup. Enfin voilà, c'est très important. Les gens qui vont au ski, ils ont tout le temps ça avec eux, de l'arnica. Donc pour limiter les hématomes et faire en sorte que voilà, si jamais il y a une blessure, bah, ça se répare facilement. Donc une pommade voilà, à base d'arnica pour les coups, les blessures. Si vous partez dans des régions tropicales où vous risquez de vous faire piquer, prendre aussi bah, du coup une pommade anti-piqûre pour justement si l'insecte vous a piqué, vous mettez la pommade, bah, ça va éviter que ça gratte, etc. Un antihistaminique pour toutes les personnes qui sont allergiques. Généralement, elles ont ça avec elles, mais c'est bien aussi d'avoir ça avec vous si jamais vous faites une allergie à un aliment, au pollen. Voilà, c'est toujours bien d'avoir ça avec vous pour justement éviter les grosses crises d'allergie. Voilà, qu'est-ce qui me vient d'autre par la tête? Voilà, je dirais aussi un anti-inflammatoire comme de l'ibuprofène. Donc Advil pour les enfants, pour les plus grands aussi. Si vous pouvez en prendre, bien évidemment, toujours vérifier que vous n'avez pas de contre-indication à prendre ce type de médicaments. Pourquoi? Parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, donc c'est tout ce qui est Advil, Nurofen, Spifen, voilà, donc c'est ce groupe de médicaments. Ils ne sont pas du tout conseillés chez les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'estomac. Donc les personnes qui sont à risque de faire des ulcères, etc., il faut éviter, de même que chez la femme enceinte, les enfants de moins de 15 ans. Donc toujours vérifier avant de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas ce type de problème, qui ne sont pas enceintes et qui ont plus de 15 ans du coup, un anti-inflammatoire, c'est bien aussi si jamais par exemple, voilà, il y a une inflammation, on va dire... par exemple des règles douloureuses, etc. Voilà, ça peut toujours être utile. Même pour les maux de tête, s'il y a des douleurs, arthrite, arthrose, voilà, c'est bien d'avoir ça aussi avec soi, ça va diminuer la douleur très rapidement. Mais toujours vérifier que vous pouvez en prendre. Donc voilà, je pense que oui, les basiques, c'est ça, hein, les basiques à avoir avec vous. C'est ça. Après, moi, les antibiotiques, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver en vente libre dans les pharmacies. Les antibiotiques, c'est bien aussi d'en prendre avec vous, mais
Bon, sans ordonnance, on ne vous les donnera pas de toute manière. Et généralement, dans tous les pays, maintenant, vous trouvez ce type de médicament. Si jamais euh, vous en avez besoin, je pense que vous aurez des prescripteurs là-bas qui vous feront des ordonnances pour ça. Mais je réfléchis encore. Ah oui, c'est bien aussi pour le mal de transport de prendre des comprimés homéopathiques, ça peut aussi aider. Et sinon, voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Oui, en effet, super. Alors voilà, bon, en gros, voilà, si jamais j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, je vous le dirai. Mais pour moi, les basiques à avoir absolument, c'est ça. Avant, il y avait un médicament qui s'appelait le nifuroxazide, l'hercéfuril. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Ce médicament-là, il était super pour tout ce qui était justement les gastro. Voilà, quand on part en voyage et des fois on a des gastro, etc. Ça permettait vraiment de désinfecter l'estomac. Donc c'était bien, mais il a été retiré du marché pour mauvais usage. Bon, bref. Mais voilà, ça faisait aussi partie des choses que je donnais, que je mettais systématiquement dans la valise pour les voyages parce que du coup, si jamais il y avait une gastro ou quoi, ça permettait vraiment de rétablir la personne très rapidement. Oui, mais ça a été retiré du marché. Du coup, voilà. Sinon, vous avez le smecta. Après, pour les personnes qui ont tendance à faire de la constipation, prendre aussi un laxatif, du lactulose ou des macrogols. C'est toujours mieux que tout ce qui est dulcolax, etc. Ça, je conseille absolument pas. Parce que ce sont des laxatifs qui sont vraiment très puissants. Et du coup, et c'est pas bon de prendre ce genre de laxatif, dulcolax, microlax, tout ça. C'est à éviter, vraiment. Si vous souffrez de constipation, passez d'abord par des laxatifs plus doux et ensuite passez à ceux-là parce que ceux-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont une action très très puissante et si vous en prenez trop fréquemment sur une longue période, bah, ils vont entraîner une paresse au niveau de l'intestin et du coup, vous allez être de plus en plus constipé. Donc, il faut vraiment éviter. Si jamais vous souhaitez plus d'infos sur la constipation, j'ai fait une vidéo très 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 complète à ce sujet et j'explique vraiment comment éviter la constipation, les différents types de laxatifs et elle est disponible en accès libre gratuitement sur YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez constipation pharma quiz, comme c'est indiqué ici, et vous allez tout de suite la retrouver. Alors je remonte aux commentaires. Alors, mon médecin m'a donné. Alors, Kaya. Alors, Kaya Xala. D'accord. 3 fois par jour. Merci beaucoup. Je suis. Alors. La dame qui avait. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Je viens de comprendre. Ben, j'espère que ça va aller mieux. Je me rappelle de vous. Alors, je dois. Roxane, vous m'avez souvent conseillé. Oui, 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 Ange, oui. Oui, Roxane. Ça fait. En fait, j'ai tellement. Les lives, comme j'en ai fait moins, du coup, je vous ai pas vu, mais oui, oui, je me rappelle de vous, bien sûr. Je dois voir. Oui, oui, oui. Bah, j'espère que ça va mieux depuis, que vous avez pu revoir votre médecin, que les conseils vous ont aidé. Mais effectivement, oui, il faut vraiment ça. C'est des choses qu'il faut vraiment voir avec le médecin. L'ajustement des traitements, c'est le médecin qui doit le faire. C'est pas moi, c'est pas le généraliste, c'est vraiment le cardiologue. Alors, Hilal, ma maman a failli perdre ses reins à cause d'un médicament consommé plus de 10 jours. En fait, ça, c'est vraiment du cas par cas. Je ne sais pas quel médicament est-ce qu'elle a consommé. Est-ce que c'est un antibiotique? Pour quelle raison? Enfin, c'est vraiment du cas par cas. À cause de médecin qui ne lui a pas bien expliqué. Ah, bah ouais. Bah voilà. Donc ça, c'était le médecin qui n'a pas bien expliqué. Oui, en fait, il faut vraiment, je sais pas c'était quoi comme type de médicament, mais effectivement,
quand vous avez pour certains traitements, je sais pas c'était quoi comme type de médicament, mais effectivement quand vous avez pour certains traitements, quand ils prescrivent des médicaments, ils doivent, surtout si ce sont de nouveaux médicaments, ils doivent faire le suivi au niveau rénal, au niveau hépatique, voir vraiment que tout va bien. Bon, j'espère que votre mère, elle va aller mieux. Alors, oui. Alors, attendez, je réponds, je remonte. Oui, en effet, super. Avec plaisir, Motane. Alors, c'est bien noté. Si ce n'est pas indiscret, quel est votre parcours? Non, ce n'est pas du tout indiscret. Même mon parcours, je l'ai aussi mis sur le profil du compte. Alors en fait, moi, je vais partir du début. Du coup, je suis née en France, j'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait un bac S mention physique-chimie. Ensuite, j'ai passé les concours de médecine. Donc voilà, j'étais à l'université René Descartes Paris 5. Donc j'ai passé le concours de médecine. La première année, j'ai été classée dans la moyenne, voilà. La deuxième année, j'ai repassé le concours et là, j'ai été classée en sage-femme. Et comme sage-femme, ça me disait pas trop. Du coup, j'ai retapé encore une année de concours. Donc à l'époque, le concours médecine-pharmacie, c'était séparé. Et du coup, j'ai fait le concours de pharmacie. Donc, j'ai fait les études de pharmacie avec la filière officine, parce que lorsque vous faites pharmacie, vous avez le choix d'être soit en officine, en industrie ou en laboratoire ou à l'hôpital. Donc voilà, ce sont les différentes filières de la pharmacie. Et moi, j'ai choisi la pharmacie d'officine, donc c'était la pharmacie de quartier. Ensuite, ce qui s'est passé, donc j'ai fait mon stage à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc là-bas, j'étais au service de la pharmacie clinique et des essais cliniques. Donc là, je suis restée pendant 1 an pour mon stage de 5e année. Ensuite, j'ai fait de l'officine, donc j'étais en officine de quartier. Et pour différentes raisons, j'ai quitté l'officine parce que j'ai constaté qu'il y avait un réel manque par rapport à l'information sur les maladies, les médicaments, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques. Enfin, je voyais que lorsque je parlais avec les patients, certains ne connaissaient même pas leur traitement, ils ne savaient même pas pourquoi est-ce qu'ils prenaient ces médicaments-là. J'ai aussi constaté des personnes qui venaient en panique à la pharmacie pour perdre 3 kilos en une journée, ce qui est totalement impossible. Et au fur et à mesure voilà, du temps et des observations que j'ai faites, j'ai remarqué qu'il y avait un réel manque de connaissances de la population générale sur toutes les thématiques de santé et en particulier sur tout ce qui est les produits pharmaceutiques. Et vu qu'en officine, on ne peut pas forcément prendre son temps pour parler, etc. Généralement, il y a des queues très longues, et les gens sont souvent très, très, très impatients. Et je ne veux pas vous mentir, mais voilà, maintenant, dans les pharmacies, il faut vraiment essayer de survivre pour faire face à la concurrence. Du coup, on trouve de tout. Des choses qui servent un peu, des choses qui servent pas du tout. Donc, j'ai décidé de quitter ce monde-là pour me consacrer entièrement à PharmaQuiz et donc à cette plateforme innovante d'information et de conseils santé. Voilà mon parcours. Après, voilà. Et puis l'officine pour moi c'était un petit peu compliqué parce que j'avais des soucis qui ne me permettaient pas d'être vraiment épanouie là-dedans. Donc j'ai décidé de créer PharmaQuiz, voilà. Avec la chaîne YouTube, je me suis mis à faire des vidéos, je me suis mis à entreprendre, à créer l'application, à créer les différents contenus d'information, donc les livres, les e-books. Voilà en gros mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Et ça me plaît énormément. Alors, j'espère que j'ai bien répondu. Alors, mon médecin m'a donné... Alors, 3 fois par jour.
Contre le potassium. Bah voilà, du coup, ça, c'est un chélateur de potassium, c'est pour capter le potassium en surplus. Donc, ce qu'il faut vraiment maintenant, c'est ajuster ça à votre alimentation. En fait, je vous conseille de voir la vidéo sur le potassium. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Dans cette vidéo, j'explique un petit peu les aliments riches en potassium. Il faudra un petit peu les éviter pour voir où est-ce que ça va arriver et essayer d'ajuster, comme je vous ai dit, les traitements avec votre alimentation. Alors, comment faire une détox avec quoi? Très bonne question. Très très bonne question. Alors, la détox, c'est un mot, je vais pas vous mentir, c'est vraiment du pur et du pur et du pur marketing. Quand vous voyez détox avec telle plante, détox avec telle plante, de quoi on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Que veut dire le mot détox? Quand on parle de détox, c'est qu'on veut, d'après le terme, détoxifier notre organisme. Détoxifier notre organisme, de quoi? De quoi vous voulez détoxifier votre organisme? Des toxines qui seront a priori présentes au sein de votre corps. Ok, je veux bien l'entendre. Le truc qu'il y a, c'est que ce mot détox, il a été mis à toutes les sauces et on le voit partout dans des magazines, dans des régimes, sur des produits, etc., etc. Je vais être très franche avec vous. La meilleure détox pour votre organisme, c'est ça. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est le meilleur détoxifiant de votre organisme. L'eau. L'eau et l'eau, je ne cesserai de le dire. Les personnes qui boivent 1,5 à 2 litres d'eau par jour, vous pouvez le voir, elles ne souffrent pas de constipation. Elles ont une peau qui est très bien hydratée et elles ont un fonctionnement qui est bien au sein de leur organisme. Vraiment, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et pour les personnes qui souffrent d'hypertension, de diabète, qui prennent des médicaments, je dirais même 2 litres vraiment d'eau par jour. C'est la meilleure chose pour détoxifier votre organisme. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'éviter du coup tout ce qui va favoriser la formation de molécules toxiques dans votre corps. De quelles molécules est-ce que je parle? Je parle des radicaux libres. Je pense que vous avez certainement déjà entendu parler de ces molécules. Je vais vous expliquer un petit peu très simplement qu'est-ce que c'est que c'est quoi des radicaux libres. En fait, il faut savoir, je vais partir vraiment de la base. Notre corps est fait d'organes. Nos organes sont formés de tissus et nos tissus sont formés de cellules. Jusqu'à là, tout va bien. Au sein de ces cellules, il peut y avoir des molécules. Donc les molécules, en fait, ce sont les protéines, les protéines, les glucides, les lipides, les antioxydants. Voilà, donc tout ça, ce sont des molécules. Ces molécules, elles sont formées d'atomes. D'hydrogène, carbone, oxygène. Jusque-là, tout va bien. Un radical libre, c'est quoi? C'est en fait une molécule qui est extrêmement réactive. D'accord? Donc en fait, on dit que ce sont des molécules qui ont un électron non apparié. C'est quoi un électron? Je vous explique. Alors, vous avez donc, comme je vous ai dit, des molécules qui sont formées d'atomes. Les atomes sont liés entre eux par les électrons. Je vais être très simple, très basique. Par exemple, la molécule d'eau, tout le monde connaît la formule chimique, enfin pratiquement tout le monde, c'est H2O. Donc c'est un atome d'oxygène qui est lié à 2 atomes d'hydrogène. La liaison entre ces atomes se fait avec des électrons. Donc en fait, chaque atome, donc que ce soit l'oxygène ou l'hydrogène, chaque atome, il contient en son centre un noyau et tout autour, il va avoir des électrons qui sont des charges négatives qui vont graviter autour de ce noyau. C'est comme par exemple, c'est comme en fait le soleil, le système solaire, la planète et tout autour, vous avez des satellites qui vont graviter autour de la planète. La liaison entre les atomes, c'est la liaison entre les satellites étant des électrons. Donc voilà comment ça se passe chimiquement.
Un radical libre, c'est une molécule, du coup, qui a un électron ou plusieurs électrons non appariés à un autre électron. Donc, ce sont des électrons libres. Ces électrons libres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de se lier à un autre électron pour se stabiliser. Donc, ce sont des molécules très, très, très réactives. Lorsque ces molécules-là entrent au sein de la cellule, eh bien, elles vont un petit peu embrouiller le fonctionnement de la cellule parce qu'elles vont vouloir se lier à des atomes qui se trouvent au sein de cette cellule. Et généralement, ça peut être soit au niveau de l'ADN, soit au niveau de d'autres molécules au sein de la cellule. Et c'est ça qui va former un stress au sein de la cellule. La cellule, elle va être stressée. Elle était là, elle fonctionnait tranquillement. D'un coup, il y a un élément étranger qui va rentrer dedans et qui va vouloir déstabiliser son fonctionnement, la détruire pour lui-même se stabiliser. Ce phénomène s'appelle le stress oxydant. D'accord? Donc en fait, on a des molécules hautement réactives qui sont les radicaux libres qui vont rentrer dans la cellule et qui vont déstabiliser son fonctionnement, dérégler son fonctionnement et entraîner un stress au sein de la cellule, le stress oxydant. C'est ce stress oxydant qui va provoquer le vieillissement de nos cellules. C'est-à-dire que la cellule, si vous voulez, elle a un cycle, elle vient au monde, elle accomplit les missions de sa vie et ensuite elle est détruite. Ça, c'est le cycle normal d'une cellule au sein de notre peau, au sein des différents tissus de nos organes. Donc les tissus, c'est ce qui va former les organes. Donc c'est-à-dire au niveau de, par exemple, notre foie, de notre cœur, de nos intestins, même de nos os. Nos os sont des structures vivantes. D'accord? On a tendance à penser que l'os, c'est un tissu qui n'est pas vivant, qui est mort. Mais bien au contraire, l'os est un tissu vivant. Donc la peau, les différents organes. Et lorsque cette cellule ne peut plus fonctionner correctement, bah forcément, elle va provoquer donc une, deux, trois, plusieurs. Donc ce phénomène-là, là, je parle d'une cellule, mais voilà, c'est plusieurs cellules qui vont être atteintes au niveau de l'organe en question. Bah forcément, au fur et à mesure du temps, le tissu sera détérioré et l'organe, du coup, ne pourra plus fonctionner correctement. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi, je l'explique. Donc, ce qui va provoquer cette oxydation cellulaire, ce sont toutes les choses que nous allons faire rentrer dans notre corps et qui sont toxiques pour notre cellule, d'où la détox. Donc, il faut éviter avant tout les substances qui vont provoquer la formation de ces fameux radicaux libres qui vont perturber le fonctionnement de nos cellules. Les premières substances connues et reconnues et que tout le monde connaît, mais que bon, les gens ils ont beaucoup de mal des fois à arrêter. Le tabac va former des radicaux libres. L'alcool va former des radicaux libres. Tout ce qui va être les molécules, le sucre en excès va entraîner des mécanismes qui vont perturber le fonctionnement des cellules. Donc tout ça en fait, donc là j'ai parlé d'alcool, j'ai parlé de tabac, j'ai parlé du sucre, j'ai parlé de la sédentarité, le fait de ne pas faire de sport va faire en sorte de cumuler en fait ces molécules toxiques dans notre organisme. Une alimentation pauvre en antioxydants, parce qu'en fait il faut aussi savoir que nous fabriquons aussi dans notre corps des molécules qui vont provoquer de l'oxydation. En fait dans le corps il faut toujours une balance, un équilibre entre l'oxydation, les molécules qui vont entraîner une oxydation et les antioxydants. Les antioxydants, c'est quoi? C'est les vitamines, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D jouent le rôle d'antioxydant. Le zinc joue le rôle d'antioxydant. Tout ce que vous avez, les antioxydants naturels comme les flavonoïdes, les polyphénols, les tannins, ce sont des molécules que vous allez retrouver dans les fruits et dans les légumes qui vont venir capter ces radicaux libres pour éviter du coup la détérioration de nos cellules. Au niveau des acides gras, c'est pareil. Donc quand on vous conseille de prendre des oméga 3 par exemple, des acides gras qui contiennent des insaturations dans leur formule chimique, des doubles liaisons. Pourquoi? Parce que lorsque la première liaison va être coupée, il y a la protection de la deuxième liaison.
Alors que si vous prenez des lipides saturés, donc comme tout ce qui est le beurre, l'huile de palme, la charcuterie, les lipides que vous retrouvez dans les fromages, ces acides gras-là sont saturés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de double liaison. Donc si jamais une molécule hautement réactive vient les casser, elles vont aussi se retrouver hautement réactives. Je ne sais pas si je suis claire, dites-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas clair, je vais vous refaire de l'explication. Donc pour revenir à cette fameuse détox, moi ce que je vous conseille vraiment, avant de prendre tout et n'importe quoi, c'est de boire de l'eau, de faire de l'exercice physique, d'éviter, et quand je parle d'exercice physique, si vous ne pouvez pas faire du sport vraiment 3 fois par semaine régulièrement, marchez au moins 30 minutes par jour, ça aide vraiment à éliminer les substances toxiques. Si vous pouvez 1 heure, c'est mieux. Sinon, vous faites des pauses, vous marchez 10 minutes, vous faites une pause de 3 minutes et vous reprenez votre marche. Et au fur et à mesure des jours qui passent, vous rajoutez du temps. Donc si le premier jour c'était 30 minutes, le deuxième jour c'est 45 minutes, troisième jour 1 heure, voilà, pour aider un petit peu votre corps à éliminer tout ça. Parce que nous éliminons les toxines de notre organisme via la transpiration, via l'urine, via au sel, donc aux différentes sécrétions que notre corps accomplit. Donc, boire de l'eau, faire du sport, de l'activité physique, éviter tout ce qui va être nocif pour notre corps et qui va favoriser la formation de ces radicaux libres comme le tabac, l'alcool, voilà, comme je vous ai dit, l'alimentation trop riche en sucre, trop riche en acides gras saturés, donc charcuterie, fromage, beurre, tout ça en excès, c'est pas bon. Je dis bien en excès. Ensuite, ce que je vous conseille également, après, c'est du coup limiter, donc comme je vous ai dit, les sucreries, les sodas, tout ça. Et si vous voulez vraiment, par exemple, purifier votre organisme, vous pouvez prendre des tisanes à base de curcuma pour le foie. Après, bien évidemment, comme je vous ai dit, les plantes, faites toujours attention. Si vous avez des pathologies, si vous avez des antécédents de maladies ou si vous avez des traitements, vérifiez toujours avant de prendre quoi que ce soit. Vérifiez que votre pathologie et vos traitements sont compatibles avec la plante ou le complément alimentaire en question. C'est très important. Voilà, après, comme je vous ai dit, vous avez dans les plantes des choses qui vont aider, favoriser l'élimination de l'urine. Vous avez la fraise, le melon jaune, orange. Je suis désolée. Mais voilà, en fait, sachez que dans notre alimentation, vous avez des aliments qui vont permettre de favoriser l'élimination de l'urine. Donc, ce sont tous les aliments qui sont diurétiques. Cette élimination de l'urine va également, du coup, favoriser l'élimination des toxines et va avoir un effet détox. Donc, c'est pour ça que, voilà, généralement, dans les tisanes détox, vous avez du fenouil, vous avez des plantes qui vont permettre vraiment de drainer votre corps. Généralement, c'est ça. Mais le meilleur drainage, c'est l'eau. Donc, voilà, vous pouvez prendre, voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de faire tout ça, d'avoir une alimentation équilibrée, variée, manger des légumes, parce que du coup, les légumes vont apporter des antioxydants, vont limiter la constipation avec les fibres, et vont aussi permettre de favoriser la diurèse, donc l'élimination de l'urine. Des fruits, des légumes, variez les plaisirs, n'hésitez pas, choisissez tous les jours, essayez de vraiment manger des choses variées. Il y en a tellement dans la nature que voilà, on peut vraiment se faire plaisir. Franchement, c'est la meilleure détox. Et si vous pouvez, si vous voulez prendre des plantes ou quoi, vous pouvez également, mais toujours vérifier du coup si que ce soit compatible avec vos traitements. Voilà en gros ce que je vous ai dit. J'espère que j'ai été claire. Mais voilà, tout ce que vous voyez, moi personnellement, je ne crois pas trop les capsules, les machins, détox en 3 jours, tout ça, n'y croyez pas trop, quoi. C'est plus du marketing qu'autre chose, vraiment. Des gens qui prennent genre des pilules comme ça, mais qui boivent pas d'eau, bah ça sert à rien. Enfin, je veux dire, voilà, le meilleur truc, c'est l'eau, c'est la base.
Alors, on peut prendre le jus de pruneau. Oui, c'est possible. Le jus de pruneau pour la constipation, je pense que ça doit être pour ça, mais oui. Et renforcer par la suite le microbiote. Alors, attendez, j'essaye de comprendre. Je crois que je suis trop... Alors, attendez, je remonte. Alors... Et renforcer par ça le microbiote. Après, merci. Alors, la guilla, j'ai pas très bien compris. Ah oui, pour renforcer... Ok, donc faire une détox, renforcer le microbiote. Pour renforcer le microbiote, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des aliments fermentés. Pourquoi? Parce que la fermentation provoque la formation de bactéries qui sont bonnes pour notre corps. Donc, tout ce qui est, par exemple, le lait fermenté, le yaourt, ça, vous pouvez y aller. Sinon, vous pouvez faire aussi des cures de probiotiques. Ça, je conseille, c'est très bien. Ça marche et c'est efficace. Donc, vous faites une cure de probiotiques pour le système immunitaire, pour la fatigue, pour équilibrer le microbiote. C'est bien, c'est bien. Ensuite, merci pour tout, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Ange, j'espère que, je ne sais pas si vous êtes parti ou pas, j'espère que ça va aller de mieux en mieux chez vous et voilà, faites attention et prenez soin de vous aussi. Et merci d'être passé sur le live, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, elle récupère petit à petit, le médecin lui dit de boire 3 litres d'eau par jour, voilà. Donc exactement. Boire, c'est surtout chez les personnes âgées. Alors quand je parle de personnes âgées, c'est des personnes qui ont plus de 65 ans. C'est voilà, si vous voulez, dans la référence médicale, une personne âgée, c'est une personne qui a plus de 65 ans. Même si des gens qui ont plus de 65 ans ne sont pas forcément des personnes âgées. Enfin, vous me comprenez. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas hésiter de boire. Très très important, surtout si vous avez des traitements, encore plus. Alors, je descends, elle va bien. Alors, elle va faire une autre prise de sang demain. Courage Hilal, courage à votre maman. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais je pense que c'est sur la bonne voie. Alors, merci pour les conseils. La détox de tout, donc je pense que j'ai répondu. Vous conseillez quoi comme... Ah, attendez, quoi comme... Comme brûle-graisse. Est-ce que ça existe vraiment? Alors, pareil, brûle-graisse, c'est en fait toutes les choses qui sont à base de caféine. La caféine, c'est un brûle-graisse, donc c'est ce que vous allez retrouver dans la plupart des crèmes amincissantes, par exemple. Donc, ce sont des crèmes comme, il y en a plein, hein, percutaféine, somatoline, tout ça. Et la promesse est que ces crèmes vont vous faire perdre du tour de taille, du tour de hanche, etc. Pareil, vous avez également en officine pendant un moment c'était très à la mode, des médicaments, enfin des compléments alimentaires, soi-disant brûle-graisse ou bien perte de poids. Donc comment fonctionnent ces compléments alimentaires-là? Alors soit ce sont des compléments alimentaires qui vont entraîner un effet de drainage, donc en fait ils vont vous faire perdre de l'eau. Soit ce sont des compléments alimentaires qui vont favoriser le transit intestinal. Et de là vont apparaître, je vais être très crue avec vous, des diarrhées et pour certaines personnes des diarrhées très graisseuses. Il faut vraiment faire très 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 attention avec ce genre de compléments. Pourquoi? Parce que les diarrhées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien. Avoir la diarrhée, c'est pas bien parce que ça élimine pas mal d'électrolytes, notamment le potassium, qui est vraiment très important pour le fonctionnement de notre corps et de nos muscles. Mais aussi, ces diarrhées très graisseuses vont provoquer l'élimination de vitamines dites liposolubles. Les vitamines liposolubles, ce sont, comme leur nom l'indique, des vitamines qui vont être solubles dans les lipides, donc qui ont une attraction pour les matières grasses. Ces vitamines sont la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Vous les retrouvez dans le jaune d'œuf, dans le beurre, dans l'avocat.
Voilà, donc ce sont des vitamines qui ont une structure qui a plus d'appétence pour les structures lipidiques. Ces vitamines-là vont être aussi éliminées du coup avec les sels lors de la prise de ce type de complément alimentaire, ce qui n'est pas vraiment bon pour notre corps. Donc tout ça, comme je vous le dis, moi je suis pas du tout pour ces choses-là. Si vous voulez brûler les graisses, la meilleure chose à faire, c'est l'exercice physique. Je ne saurais le dire assez. Mais voilà, le combo alimentation équilibrée, variée, activité physique. Et quand je parle d'activité physique, vraiment, ne pensez pas que je vous demande de faire 1 heure de footing tous les jours, 3 fois par jour. C'est pas ça que je demande. Ou de faire de la musculation intensive. Vraiment, je vous assure, la marche à pied, c'est la meilleure activité physique. Moi, c'est ce que je pratique depuis maintenant des années. Je peux vous dire depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, je fais ça. Et ça me va très bien parce que justement, je fais partie des personnes qui n'arrivent pas forcément à courir 30 minutes. Voilà, pour moi, c'est très difficile. Ou je ne fais pas non plus de sport de foot, de basket, de sport comme ça collectif. Voilà. Donc, je marche. Et la marche à pied a cet effet magique de vous faire perdre du poids sur le long cours et de manière très saine. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez marcher 30 minutes et c'est la régularité qui va faire que vous allez perdre du poids. C'est-à-dire que si tous les jours, vous marchez 30 minutes, bah forcément, au bout d'une semaine, vous aurez perdu du poids parce que l'activité est fréquente et régulière et surtout adaptée. Donc, comme je vous ai dit, 30 minutes, c'est un chiffre que je donne, mais si vous pouvez faire plus, vous faites plus, et puis vous ajoutez des minutes au fur et à mesure des jours. Si vous ne pouvez pas faire 30 minutes, vous faites moins, c'est pas grave. Ou vous faites 30 minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des pauses. Par exemple, 15 minutes, vous marchez 15 minutes, ensuite vous vous reposez 2 à 3 minutes, et vous reprenez encore 15 minutes de marche. Et le lendemain, vous fractionnez en 3 fois 20 minutes. En 3 fois 20 minutes. Et ainsi de suite. Vraiment. Pour brûler les graisses, c'est la meilleure chose. C'est l'activité physique, l'alimentation équilibrée. Et voilà quoi. Mais franchement, moi, je suis vraiment contre tout ça. C'est pas moi qui vais vous conseiller un complément alimentaire pour perdre du poids ou pour brûler les graisses. Je suis désolée, mais parce qu'en plus, ces choses-là, ce ne sont pas des solutions sur le long terme. Vous voyez, vous allez prendre un truc aujourd'hui, allez, vous allez faire une cure pendant 3-4 semaines. Peut-être que vous allez perdre quelques grammes. Je parle même pas de kilos, je parle de grammes. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez arrêter, ça va reprendre. Donc ça sert strictement à rien. Vraiment, je vous le dis, la meilleure solution, il n'y a pas de solution magique. La meilleure solution, c'est de reprendre votre alimentation, de mettre en place des petites habitudes des petites règles, qui vont devenir de petites habitudes par la suite. Quand je parle de règles, c'est par exemple ne pas manger entre les repas. Voilà. Aujourd'hui, vous vous dites, aujourd'hui, je grignote pas. Parce qu'en fait, c'est le grignotage qui fait grossir. C'est même pas les repas en soi, c'est ce que vous allez prendre entre les repas qui va provoquer des pics de glycémie et qui va faire que vous allez grossir. Et de l'autre côté aussi, ne pas manger, ne pas dire, il y en a qui disent, bon, bah, moi je mange pas, comme ça je vais perdre du poids. Ça aussi, ce n'est pas du tout une bonne solution parce que vous allez être en carence. Vous allez être en carence de vitamines, de protéines, même de glucides, de lipides. On a besoin de tout ça. Notre corps a besoin de protéines. Notre corps a besoin de glucides. La première source d'énergie pour notre corps, ce sont les glucides. Il ne faut pas l'oublier ça. Et notre corps a aussi besoin de lipides. La membrane de nos cellules est faite de cholestérol. S'il n'y a pas de cholestérol dans notre organisme, si nos cellules ne peuvent pas fonctionner correctement. Vous voyez, le cholestérol est aussi à la base de la synthèse de nombreuses hormones dans notre corps, comme la cortisone, les hormones sexuelles, les oestrogènes, progestérone, testostérone. La base, c'est le cholestérol. Donc, il ne faut pas restreindre son alimentation d'un coup, dire à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus
de glucides, je ne mange plus de lipides, je ne mange plus, je sais pas, de toute façon maintenant on en voit de toutes les couleurs. Non, c'est pas ça qui va vous faire maigrir, vraiment. Ce qui va vous faire maigrir, c'est éviter le sucre, bien évidemment, le sucre raffiné, les sodas, voilà, l'excès de sucre. Voilà, je parle d'excès de sucre, ça il faut l'éviter, bien évidemment. Évitez aussi tous les produits qui ont trop de matière grasse et comme je vous ai dit, saturés, donc les gâteaux, tout ce qui est frit, voilà, tout ça, ce sont des lipides que vous allez apporter en excès à votre corps et c'est ça que votre corps va stocker et va du coup vous faire ça qui va vous faire prendre du poids, voilà. Mais voilà, donc essayez de mettre des règles simples, ne pas grignoter, éviter tout ce qui est les sucreries, tout ça. Ayez une activité physique tous les jours, comme je vous ai dit, 20 minutes de marche, 30 minutes de marche. Boire de l'eau suffisamment, manger des fruits, manger des légumes, et vous allez voir que vous allez perdre du poids sans même vous en rendre compte. Mais vraiment, je le dis sincèrement. Et en plus, cette hygiène de vie-là va vous permettre de maintenir votre poids sur des années. Je ne parle même pas de mois, je parle d'années parce que vous allez vous donner des habitudes saines. Et répéter sur du long terme, bah, du coup, il n'y aura plus d'effet yo-yo en fait. Il n'y aura plus d'effet je perds 5 kilos et j'en reprends 10 les 3 mois qui suivent. Parce que vous allez vous habituer à une hygiène de vie où vous allez avoir une alimentation qui va être équilibrée, qui va être variée, une activité physique qui va être régulière. Donc même si vous faites de temps en temps des petits écarts, il n'y aura pas de problème parce que l'activité physique sera là derrière, l'alimentation équilibrée et variée sera là derrière pour rattraper les excès que vous auriez eu. Donc, et comme c'est sur du long cours, il n'y a pas de problème en fait. Donc voilà moi ce que je conseille. Et comme salam, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais j'essaie d'être le plus simple et le plus honnête possible avec vous. En fait, je vous conseille ce que moi-même j'ai fait parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, j'avais aussi des problèmes de poids. J'étais passée à 60, je faisais 60 kilos alors que j'avais même pas 11 ans, 10 ans, 11 ans. Parce que je mangeais beaucoup de sucreries. J'aimais beaucoup tout ce qui est les cornflakes, voilà, tous ces trucs qui sont bourrés de sucre. Donc des bonbons, tout ça. Et du coup, j'avais pris du poids. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris en main mon alimentation. Et j'essayais vraiment de marcher tous les jours. Quand j'allais au collège, quand j'allais au lycée, j'avais un chemin qui était assez long, donc je marchais. Et au fur et à mesure du temps, je perdais des kilos. Et mon entourage se demandait pourquoi je perdais autant. Parce que tout simplement, j'avais évité, j'avais retiré tout cet excès de sucre que je prenais, je l'ai retiré de mon alimentation. Et j'ai commencé à marcher. Et c'est comme ça que j'ai pu maintenir vraiment mon poids sur des années et des années, quoi. Et ça fonctionne. Et il n'y a pas de cas. Et vous n'allez pas vous retrouver en carence, ni de vitamines, parce que vous allez apporter des aliments qui sont bons pour votre santé, qui ont des réelles valeurs nutritives. Ce que vous allez retrouver dans les céréales complètes, dans comment ça s'appelle, les légumes, les fruits, voilà. Alors que les sucreries qu'on prend, les biscuits, les gâteaux, tout ce qu'on retrouve surtout au niveau industriel, ce sont des aliments qui n'apportent pas vraiment de bons nutriments pour notre corps. C'est pas avec ça que notre corps va pouvoir surmonter les infections hivernales, qui va pouvoir réfléchir correctement, travailler correctement, voilà, ne pas être fatigué. C'est vraiment avec des aliments sains que nous pouvons donner à notre corps les éléments pour lui permettre de fonctionner correctement. Le sucre à lui seul ne suffit pas. Alors, alaykoum salam, bonne nuit Lal. Trop de temps pour répondre à une question. Pourtant j'ai répondu, je suis désolée, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Et voilà, des fois ça prend un peu plus de temps. Du coup, j'espère que ça va aller pour votre maman. Alors, au moins, elle est complète. Voilà, merci.
Alors, et c'est bien ce que vous dites. Bah, merci beaucoup. Alors, du coup, je remonte. Je sais plus où aujourd'hui. Alors, exactement. On voit que vous aimez ce dont vous parlez. Oui, oui, j'aime beaucoup. Je suis une vraie passionnée. Avec plaisir, la Guilla, avec plaisir. Que pensez-vous de la cure Feel Great, Seigneur Jésus. Bon, je ne comprends pas trop. S'il vous plaît, les gens qui parlent de chauve-souris, vous pouvez partir. Hein. Ça sert à rien, ce live pour vous, il sert à rien. Ensuite. Alors, pour la constipation, bah, Mariam, Mariam, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Elle est disponible et même sur le blog aussi. Donc, vous allez sur pharmaquiz.fr à la rubrique articles, vidéo, blog, article, vidéo. Vous tapez constipation dans la barre de recherche. Vous allez tout de suite retrouver l'article et la vidéo. Ensuite, comment éliminer l'acidité dans la bouche? L'acidité dans la bouche. Boire de l'eau, tout simplement. Je dirais boire de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous parlez du goût acide ou de l'équilibre, mais je pense que ça doit être le goût acide. Bah, soit il faut boire de l'eau, il faut prendre un aliment neutre, comme du pain, du yaourt, voilà, des aliments qui n'ont pas trop de goût. Sinon, moi, ce que je fais... Désolée. Les bonbons à la menthe, vous avez des bonbons à la menthe qui sont à la stevia, sans sucre. Vous pouvez prendre ça, vous retrouvez ça dans la plupart des supermarchés. Moi, généralement, c'est ce que je prends quand j'ai un goût acide dans la bouche ou que, voilà, même quand j'ai mal au ventre, je trouve que c'est la meilleure des choses. Un petit bonbon à la menthe et ça va. Sans sucre de préférence. Du coup, généralement, c'est avec de la stevia. Donc, la stevia, c'est une plante qui a un goût sucré et qui n'apporte pas de sucre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ensuite, bon, après, vous prenez pas la tête avec les gens. Vous prenez pas la tête avec les gens. Merci pour votre franchise. Et on était avec plaisir, la Guilla. Avec plaisir, Myriam Mathieu. Alors, désolé si jamais j'ai écorché votre nom, mais avec plaisir. Merci. Est-ce que les pharmaciens sont sponsorisés? C'est-à-dire, genre proposer un médicament plutôt. Alors, ils ne sont pas sponsorisés. C'est-à-dire en fait que lorsque vous allez en officine, que vous avez une ordonnance, le pharmacien, il doit vous délivrer les médicaments tels qu'ils sont prescrits sur votre ordonnance. La seule chose qu'il peut faire, c'est, en fait, il a l'obligation, c'est même pas qu'il peut faire, l'obligation qu'il a le pharmacien, c'est de vous donner les médicaments génériques. Pourquoi en France? Pourquoi? Parce qu'en France, c'est la sécurité sociale qui paye les médicaments. Ce n'est pas le patient. Et pour limiter les coûts de la sécurité sociale, eh bien, la sécurité sociale demande aux pharmaciens de donner les médicaments qui coûtent moins cher et du coup, les médicaments génériques. Vite fait, quelle est la différence entre un médicament marque dit Princeps et un médicament générique? C'est tout simplement que lorsqu'un médicament marque va être mis sur le marché, pendant 10 ans, le brevet du médicament est intouchable. C'est-à-dire que personne ne peut reproduire ce médicament. C'est le laboratoire qui a mis en place, qui a mis sur le marché le nouveau médicament, qui a tous les droits. Cependant, au bout de 10 ans, la recette, elle tombe sur l'espace public. C'est-à-dire que n'importe quel laboratoire peut reprendre la recette du laboratoire qui a sorti le médicament en question et fabriquer ce médicament-là. Donc, ce que vous allez avoir, la molécule active qui va être dans le médicament va être exactement la même. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est au niveau des excipients. Donc, en fait, ce sont les autres ingrédients que va rajouter le laboratoire au médicament pour, par exemple, fabriquer un sirop ou pour fabriquer un comprimé. Donc, j'aime bien toujours prendre l'exemple du gâteau au chocolat. Dans le gâteau au chocolat, vous avez le chocolat qui est
la molécule active, le principal ingrédient, donc le chocolat est tout à fait le même. Le seul truc qui va se changer, c'est par exemple la marque de la farine, le sucre. Voilà, c'est les choses que le laboratoire va ajouter pour formuler, pour fabriquer le médicament en question. Donc, pour répondre à votre question, le pharmacien, la seule obligation qu'il a pour être remboursé, du coup, parce que vous ne payez pas la totalité de vos médicaments, c'est le pharmacien qui vous les donne et c'est derrière, il se fait rembourser par la sécurité sociale. S'il ne vous donne pas les médicaments génériques, eh bien, le pharmacien peut ne pas se faire rembourser. Et du coup, il va payer de sa poche pour vous. C'est pour ça que généralement, les personnes qui ne prennent pas les génériques, le médecin, il écrit non substituable. Le pharmacien donne le médicament de marque et après, la personne envoie la feuille de soins à la sécurité sociale. Donc, elle paye ses médicaments et ensuite, elle se fait rembourser. Le patient se fait rembourser par la sécurité sociale par la suite. Donc, pour répondre à votre question, les pharmaciens ont en France l'obligation de délivrer les médicaments génériques. Après, il y a des laboratoires qui viennent voir les pharmaciens pour leur présenter leurs nouveautés, pour faire des formations, etc. Donc, certains laboratoires viennent dans les officines et présentent aux pharmaciens leurs médicaments, etc. Donc, en fait, ils peuvent, par exemple, négocier les prix de certains médicaments avec le pharmacien pour qu'il achète en gros à moindre prix, etc. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont sponsorisés, ça serait faux, mais pour tout ce qui est la parapharmacie, par exemple, lorsque vous allez dans une officine et qu'on vous fait un conseil, forcément, la personne qui va vous conseiller, elle va vous conseiller en fonction de ce qu'elle a autour d'elle et des quantités des produits qu'elle va avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais, par exemple, la personne elle a acheté un gros stock d'une certaine crème, bah forcément elle va vous recommander cette crème-là. Je ne sais pas si je suis explicite ou pas. Il y a des négociations pour les produits de parapharmacie. Pour les médicaments en soi, non, je dirais, parce que de toute manière, c'est pas vous qui payez, c'est la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de... voilà, ils ne sont pas achetés par les laboratoires, si c'est ce que vous vous demandez. Mais pour tout ce qui est les produits de parapharmacie, il y a des négociations qui sont faites. C'est-à-dire que c'est pour ça, quand vous allez dans certaines pharmacies, le prix d'une même crème peut aller du simple au double, au triple, même des fois au quadruple. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les prix que vous achetez. Les grandes pharmacies, comme elles ont beaucoup de stock, bah, elles vont essayer de négocier les prix au plus bas. Mais derrière, les petites pharmacies, elles vont en périr. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas acheter beaucoup de stock. Donc les prix sont forcément un peu plus élevés. Et après, en fonction des négociations qui se passent entre les laboratoires et le pharmacien, eh bien, vous allez avoir, par exemple, je prends un exemple très simple, les crèmes solaires. Vous avez différents laboratoires qui vont sortir des crèmes solaires qui ont des compositions qui sont relativement identiques les unes par rapport aux autres. Mais pourquoi est-ce que le pharmacien va vous préconiser plus telle crème, telle marque ou telle marque? Bah, c'est en fonction du stock qu'il va avoir et en fonction des négociations qu'il aura eues avec le laboratoire en question. Donc, il n'y a pas de sponsorisation en elle-même. Le laboratoire ne va pas payer le pharmacien pour que le pharmacien parle de son produit. Par contre, il peut négocier les prix, il peut mettre des affiches. Quand vous allez dans les officines, vous avez des affiches publicitaires. Tout ça, c'est les laboratoires qui les mettent en place. Ce ne sont pas les pharmaciens eux-mêmes. Donc voilà, il y a des petites négociations. Il n'y a pas de sponsoring, mais il y a des négociations qui se font en fonction des laboratoires et des officines, en fonction de la taille de l'officine que vous allez retrouver. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Mais en gros, ça se passe comme ça. Alors attendez, donc je remonte. Donc voilà pour votre réponse. Voilà, c'est pour ça aussi, des fois, vous voyez, franchement, faites attention à ce qu'on vous conseille. Demandez à plusieurs officines et là, vous allez voir que des fois, les gens ils vont vous proposer des produits différents pour le même problème.
Comme je vous ai dit, crème solaire, crème hydratante. Voilà, des fois, ils peuvent avoir, s'ils vendent plus de telle marque, bah, c'est mieux pour eux, ils vont avoir plus d'avantages. Enfin, ce sont des choses comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment choisir des produits qui sont adaptés à votre peau, à votre corps, mais aussi à votre porte-monnaie. Et voilà, ce n'est pas parce que vous allez retrouver des crèmes à 100 euros, 200 euros qu'elles vont être forcément plus efficaces que des crèmes à 20 euros ou 15 euros. Ça, je peux, voilà, vérifier toujours la composition de ce que vous avez. Essayez de demander tout le temps les compositions. Et puis après, par exemple, pour les crèmes anti-âge, crème anti-rides, j'ai fait aussi des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous explique vraiment les principes actifs principaux qu'il faut avoir dans une crème pour qu'elle soit efficace. Pareil pour les crèmes à base de collagène, d'acide hyaluronique. Je vais tout de suite vous casser le mythe. L'acide hyaluronique et le collagène sont des molécules qui sont extrêmement grosses. Elles ne peuvent pas pénétrer dans les couches profondes de la peau. Donc en fait, c'est pas ça qui va combler vos rides. C'est pas ça qui va combler les ridules. Le seul effet que ça va avoir pour l'acide hyaluronique, c'est que ça va favoriser l'hydratation. Là, je suis d'accord. C'est une molécule qui va permettre d'hydrater votre peau. Donc sur le long cours, ça peut avoir un effet de prévention contre les rides. Mais ça ne va pas les combler. Le seul truc qui va combler, c'est les injections. Donc, il n'y a pas de crème qui va combler les rides. Quand les rides, elles sont là, elles sont là. La seule manière de les faire partir, c'est soit faire des injections, donc à base d'acide hyaluronique ou d'autres... Généralement, c'est de l'acide hyaluronique. Soit de faire tout ce qui est yoga du visage, carrément. Je pense que ça a plus d'effet que ce genre de crème-là, quoi. Ça, c'est vraiment, ces crèmes-là, c'est vraiment sur le long cours que ça va avoir un effet. Bien évidemment, il faut hydrater sa peau. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de crème hydratante. Absolument pas. Il faut hydrater sa peau avec une crème adaptée à votre peau, mais aussi à votre porte-monnaie. Donc voilà, ne croyez pas toutes les allégations que vous allez retrouver sur les crèmes, etc. C'est beaucoup de marketing. Et vérifiez toujours les compositions. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre des crèmes qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients. Comme ça, le risque d'allergie est faible. Il n'y a pas beaucoup d'additifs, en fait, qui ont surtout vitamine A, vitamine D, vitamine E, comment ça s'appelle, acide hyaluronique, comme je vous dis, pour avoir l'effet hydratant. Voilà, c'est la base, quoi. Après, voilà, vous avez les crèmes à base de vaseline, un agent qui est super hydratant. Ça marche aussi très bien. Évitez également toutes les crèmes à base de parabènes, tout ça, faut éviter aussi au maximum. Alors, voilà. Ensuite, salam alaikum. Manges-tu le matin? Oui. Est-ce que elle va retrouver le sommeil? Vous pouvez essayer, mais le sommeil, c'est surtout la mélatonine, la mélatonine, oui. Donc la mélatonine, le tryptophane qui va aider à la production de la mélatonine. Donc ça, le tryptophane, vous allez le retrouver dans les pistaches, vous allez le retrouver dans les noix, vous allez le retrouver dans le chocolat noir. Voilà, c'est plus le tryptophane. Acidité bouche due à l'acide gastrique. Ok. Donc là, moi, ce que je conseillerais, c'est de prendre par exemple du Gaviscon. Le Gaviscon, ça va former un gel au niveau de l'ésophage et du coup, il n'y aura plus de remontée de reflux. Et oui, je sais pas si le bonbon à l'amande, du coup, là, ça va faire effet ou pas. Mais oui, en fait, il faut éviter la cause. C'est la cause ici qu'il faut régler. C'est pas le symptôme, c'est le goût acide que vous avez dans la bouche. Et la cause, c'est l'acidité de votre estomac. Donc, évitez vraiment tout ce qui va favoriser l'acidité de votre estomac. Tout ce qui est le sucre, le chocolat, les épices, comment ça s'appelle, l'alcool, le tabac, si jamais vous consommez ce genre de choses. Et puis, boire de l'eau, prendre du Gaviscon. Après, je ne sais pas si vous prenez un IPP comme le pantoprazole, l'oméprazole, éconazole. En fait, ça, ce sont des molécules, ce sont des médicaments qui vont permettre de diminuer l'acidité de l'estomac et du coup éviter ce goût acide au niveau de la bouche. Donc le
pantoprazole, il me semble qu'il est en vente libre. Vous pouvez l'avoir en officine. Toujours, bien évidemment, vérifiez que vous n'avez pas de contre-indication à prendre ce type de médicament, mais ça peut aussi vous aider. Alors, on prend des médicaments pour la tension. Elle paye ses médicaments, mais ne se fait pas rembourser. Alors, est-ce que vous êtes en France? Fousia Moustatia 99. Je ne sais pas si vous êtes en France. Il faudrait en fait qu'elle, si elle prend les médicaments marque, bah, si elle a la sécurité sociale déjà, si elle a une carte vitale. Deuxièmement, est-ce qu'elle prend les médicaments de marque et elle paye? Elle doit demander au pharmacien de lui fournir la feuille de soins. Vous voyez, la feuille de soins, c'est la feuille un petit peu marron là. Et en fait, le pharmacien, il vous donne cette feuille. Et après, cette feuille-là, il faut que votre mère l'envoie à la sécurité sociale avec la photocopie de son ordonnance. Donc, elle envoie la feuille de soins, la photocopie de son ordonnance à sa caisse de sécurité sociale. Et en principe, elle a son remboursement. Alors, si elle ne veut pas le générique, oui. Oui, j'ai compris, oui. Oui, je connais des personnes qui prennent pas les génériques, hein. Mais ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles demandent au pharmacien de leur donner la feuille de soins. Donc, c'est la feuille où il y a tous les médicaments qui sont indiqués avec leur prix. Et cette feuille de soins-là, avec la photocopie de l'ordonnance, vous l'envoyez à la sécurité sociale. Et en principe, elle doit se faire rembourser. Et dernière question, je n'aime pas trop les dentifrices et leurs composants. Avez-vous des alternatives? Au dentifrice, bon, il y en a qui disent le bicarbonate de soude, mais honnêtement, le clou de girofle aussi, ça aide pour désinfecter la bouche, des bains de bouche à base de clou de girofle. Clou de girofle, bicarbonate de soude, mais après, il y en a aussi qui se brossent avec du sel, mais je sais pas si c'est vraiment bien. Le siwak, oui, le siwak aussi, c'est une méthode tout à fait, oui. Je pensais en fait un produit pour mettre sur le dentifrice, mais le siwak aussi, oui, il y a beaucoup de personnes, c'est devenu très à la mode en ce moment. Vous pouvez tester, oui, c'est possible également, oui. Pourquoi pas? Voilou. Bon, bah c'est bien. Ah ouais, déjà 10h15. Je dirais, on a bien parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a servi, tout ce que je vous ai raconté. Go faire un stock de siwak. Grave. Alors, pour ceux qui ne savent pas, généralement, ça se vend, je pense, dans les... Moi, j'ai vu ça dans des magasins indiens. Je sais pas, après, je pense dans les épiceries orientales aussi. Maintenant, on en trouve de plus en plus. Mais oui, pourquoi pas. Ça peut aussi être une bonne solution, effectivement. Bon, bah écoutez, franchement, ça m'a fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, bah, j'espère que bah, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On vous suit, moi et ma femme. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Vous avez écouté un peu. Ah, trop cool. Ah, bah, merci. Ah, bah, avec plaisir. Ah, je suis très contente, merci beaucoup. Merci infiniment à tous, vraiment, merci d'avoir participé, d'avoir posé des questions, ça fait vraiment plaisir. Des fois, je fais des lives et les gens, je sais pas, on dirait, ils sont timides. Mais là, ce soir, c'était vraiment très bien. Un régal pour moi. J'espère que pour vous aussi. Et puis, bah, je vous dis à très vite. De toute manière, j'ai essayé de faire des lives régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous me verrez si jamais je suis en live et que je fais des nouveaux posts. Et bah, merci à vous aussi. Et puis pareil, donc je le répète comme d'habitude, si jamais il y a des sujets sur lesquels vous cherchez des réponses, bah, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez le sujet en question, par exemple clou de girofle, Pharma Quiz, et vous allez tout de suite retrouver la vidéo à ce sujet.
Sinon, vous allez dans le blog de PharmaQuiz, donc sur pharmaquiz.fr. Mais je sais pas si j'ai tout répertorié, je pense que si. Mais en tout cas, voilà, tout le contenu des vidéos se trouve sur la chaîne YouTube. Donc si jamais vous avez des sujets, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'était chouette. À très bientôt, Inch'Allah. Oui, bah merci. Oui, moi aussi, ça m'a fait vraiment très très plaisir et je suis très contente que ça vous a plu. Je vous dis également à très vite. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et du coup, à bientôt. Ciao!